Mais imaginez, vous tous, ceux qui sont propriétaires, soit d'un appartement, soit évidemment d'une maison avec un jardin, que vous avez évidemment rendu extraordinaire. Eh ben, il est question, ce n'est pas fait, rassurez-vous, mais il est question que ce jardin, que ce terrain ne vous appartienne plus. Mais comment? Je l'ai acheté, j'ai payé, j'ai fait un crédit, j'ai fait un emprunt, etc., etc. Ah ben non, ça ne vous appartient plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on en parle avec Norbert Fanchon, qui est président du directoire du groupe Gambetta, spécialiste de l'économie immobilière. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour. Alors on voudrait savoir cette loi Laglaise, corrigez-moi si je me trompe, en fait le terrain reste la propriété d'organismes fonciers financés par les fonds publics et privés, mais moi propriétaire, je dois payer un loyer mensuel si je veux construire ou pas. Expliquez-nous de façon claire, parce que cette loi a été votée par l'Assemblée nationale, on en parle déjà depuis presque 3 ans, ça reste comme ça, comme une espèce de comment dirais-je, de nuage, enfin du nuage annonciateur d'orage. Et alors, la question, est-il vrai que les propriétaires de leur logement devront payer un loyer à l'État ? Il y a plusieurs questions dans la question, Monsieur Berkoff. Tout d'abord, la loi Laglaise, c'est quoi? C'est d'abord 42 préconisations, 42 recommandations que fait le député Laglaise après, je crois, 1 an d'études. Et effectivement, ces recommandations aboutissent à une loi votée en novembre 2019 par l'Assemblée nationale et qui va être bloquée par les sénateurs et puis après bloquée par la crise du Covid. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est une loi qui est enterrée. Et par contre, elle peut préfigurer... Enterrée ou en attente. Voilà. Ouais. Alors, je dirais, ça va dépendre de ce qui se passe dimanche prochain et puis du troisième tour de la législative. Ouais. Est-ce que c'est une loi qui préfigure la politique logement du futur président de la République ou est-ce que c'est une loi qui sera enterrée? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Sur la première question de est-ce que je peux demain perdre la propriété de mon sol, hein, c'est un peu votre question. Voilà, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté un terrain dans lequel construit ou pas construit d'ailleurs. Est-ce que demain on me dit attendez, oui très bien, la maison elle vous appartient, pas de problème, mais le sol il vous appartient pas, c'est voilà. Non. Ça ne fera pas le passé, par contre, ça peut préfigurer le futur. Ah oui, on ne peut pas, c'est pas rétroactif en tout cas. Exactement. C'est l'idée du rapport Laglaise, mais qui est déjà en application. Hein. C'est comment on peut rendre à nouveau l'immobilier accessible aux Français. Aujourd'hui, le prix moyen dans les métropoles, on est à 5 000 euros. Du mètre carré, et donc on a sorti toute une classe. 12 000 à Paris, enfin, 12 000 à Paris, exactement. Ouais. Mais en plus, il n'y a plus de logement neuf à Paris, alors que dans les autres métropoles, il y a encore du logement neuf. Donc on a sorti les Français moyens de l'accession à la propriété. Donc comment on les fait rentrer à nouveau? Et donc la ministre Emmanuelle Cos avait créé un dispositif qui s'appelait le bail réel solidaire, et donc qui permet effectivement de dissocier ce qu'on appelle le foncier et le bâti. Donc votre bâti va se retrouver 30% moins cher que le marché réel, et vous allez payer un loyer pour payer le bâti, le foncier. Le foncier, d'accord. Et ce que prévoit par contre Laglaise en novation, c'est que ce dispositif pourrait être utilisé par des fonds privés. Ah d'accord. Et donc l'idée d'Emmanuel Cos, c'était de bloquer la spéculation. L'idée du rapport Laglaise, c'est plutôt de la libérer à nouveau pour faire venir des capitaux privés dans ce dispositif-là. Ouais, donc on est sur politique. Exactement, changement politique entre la gauche et la droite. Et derrière, on est bien d'accord que c'est pour le futur, entre guillemets, si ça se produit, et pas pour le passé. Alors justement, soyons concrets, parce qu'on a parlé beaucoup de cela, enfin vous l'êtes justement. Est-ce que cette histoire du loyer fictif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Encore une fois, je me remets dans la situation de quelqu'un qui veut acheter soit un terrain pour construire, soit déjà un terrain où il y a une maison, soit un appartement. Même pour le cas d'un appartement, est-ce que cette histoire de la surface pourrait s'appliquer dans le cas d'un appartement? C'est un vieux serpent de mer, c'est une vieille idée du ministère du Budget qui date, parce que c'est quelque chose qui est ressorti déjà sous Sarkozy, mais qui daterait de Giscard, donc qui daterait des années 70. D'accord. Et donc l'idée, effectivement, c'est que je suis propriétaire d'un appartement ou d'une maison, et donc je bénéficie d'un avantage, je bénéficie d'une rente fictive par rapport à un locataire. J'ai acheté, hein. Ça m'a coûté quand même. Je vais pas dire que je suis d'accord avec ce dispositif, on est bien d'accord, mais c'est l'idée de Bercy, c'est de dire, vous êtes propriétaire, eh bien, vous auriez été locataire, vous auriez dû avoir un loyer, et donc on va créer un loyer sur votre propriété, qu'on va remettre dans votre IR, dans votre impôt sur le revenu. Et vous serez taxé
suivant votre IR, sur votre résidence principale, sur le loyer qui serait fictif. Alors quand vous êtes aux tranches marginales de 45%, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Mais tous les Français sont pas à 45%, mais la plupart sont à 20-25%. Ouais. Et donc c'est vraiment décourager une France de propriétaires. Et à mon sens, ça serait une absurdité sociale. Par contre, économiquement, on voit bien l'intérêt que ça pourrait avoir. Pour l'État, oui, bien sûr. Pour l'État, oui, vous faites bien de préciser. Oui, pour enflouer quelques dettes. Mais c'est-à-dire qu'au fond, donc vous dites c'est un serpent de mer qui existe depuis Giscard, qu'on revient, mais étant donné, enfin, on ne va pas faire de spéculation et on n'est pas prophète, ni vous ni moi, ni voyant, mais est-ce que au fond, si un État en dette, quel que soit, on ne va pas spéculer sur la politique adoptée, mais est-ce que un État en dette peut dire, écoutez, je vais puiser dans ce qu'on appelait avant le bas de laine, mais dans le patrimoine, après tout, un propriétaire, voilà, il va payer, ça s'appelle un loyer fictif, quoi, quelque part. Oui. C'est ça. C'est un loyer fictif soumis à l'IR. Moi, je pense que l'administration fiscale est pleine d'imagination et qu'elle nous le démontre chaque jour. Dans le secteur HLM, donc les sociétés HLM sont exonérées d'impôts sur les sociétés, et Bercy est en train d'imaginer quelque chose qui s'appelle la surcompensation. Et donc, c'est quoi ? La surcompensation, c'est un calcul très compliqué, relativement compliqué, qui dit qu'une société peut pas gagner plus de 3%, en gros. D'accord. Et tout ce qui sera au-delà de 3% ira dans le budget général de l'État. Et donc pour certaines sociétés, ça pourrait être supérieur à l'impôt sur les sociétés. Vous voyez, donc là, on vient compenser quelque chose en étant supérieur à ce qui aurait été le niveau. Ça encourage l'entreprise, ça, hein, vraiment. Exactement. Et donc imaginez demain qu'une loi fiscale vienne créer un loyer fictif sur nos propriétés. Après la suppression de la taxe d'habitation, ça serait contre-intuitif puisque c'est le premier geste fort du président Macron, c'est quand même de supprimer la taxe d'habitation. Est-ce que les exigences économiques et la dette de l'État sont une nécessité ? J'espère que non. Ce qui est marrant dans le rapport Laglaise, c'est qu'on voit une configuration de beaucoup de choses. C'est le président Macron, donc l'Assemblée nationale a supprimé la taxe d'habitation, une promesse de campagne. Mais pas la taxe foncière qui augmente. Hein. Pas la taxe foncière. Il y a une réforme de la taxe foncière qui devrait revenir dans le prochain quinquennat. L'administration fiscale y travaille depuis plusieurs années. Et là, on devrait enfin avoir cette réforme fiscale. Et ça, sur la taxe foncière, je pense que c'est justifié puisqu'on est encore sur des valeurs de 1971. Donc ça n'a plus aucun sens. Par contre, on voit que cette loi donne beaucoup de gages aux collectivités locales. On vient créer de nouvelles ressources aux collectivités locales. D'accord. Une partie de la plus-value immobilière irait aux collectivités locales, par exemple. On voit aussi que c'est l'investisseur institutionnel qui va venir remplacer l'investisseur particulier. Et donc, c'est la réforme que l'on va avoir en fin d'année avec le Pinel+. Donc, le système d'investisseurs de gains fiscaux pour le particulier va être nettement revu à la baisse. Et puis, la dernière chose que l'on voit, c'est que le logement neuf est totalement mis sur le côté, et ça sera la priorité à la rénovation et à la rénovation énergétique. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des choses qu'on va examiner avec vous, notamment, dans les années ou des mois qui suivent, mais quelque chose, par exemple, du point de vue de la transmission, juste comme ça, si, par exemple, cette loi sur le terrain ne m'appartient plus, etc., j'ai acheté un bien, un bien immobilier, la transmission aux héritiers, aux enfants, aux parents, ça se passe comment ? Parce que ça risque de se passer comment ? Ça risque de se passer comment ? Presque normalement. Ça dépend vos revenus et ça dépend les revenus de vos enfants. Donc ce dispositif-là est soumis à des niveaux de revenus maximum. Donc si vos enfants sont en dessous de ce plafond, tout va bien, vous pouvez leur transmettre votre logement. D'accord. Et donc c'est ce qu'on appelle un bail rechargeable. Donc les bons. Mais si mes enfants gagnent leur vie, etc., plus eh bien à ce moment-là, vos enfants ne peuvent pas garder le bien. Il est revendu à celui qui porte le terrain et qui le remettra sur le marché. Ah d'accord. Donc en fait, non mais il y a ça, c'est-à-dire que ça ne m'appartient pas. Quoi. Je veux dire, si j'ai un niveau de fortune, non mais ça veut dire qu'on inscrit une discrimination, je ne sais pas si elle est positive ou négative, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, c'est ça. Enfin, qui l'ont moins. Oui, c'est une discrimination. Après, le débat, ce sont une population qui ne peut plus acheter aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on lui donne la possibilité d'acheter et de s'enrichir par capitalisation, ou est-ce qu'elle ne sera jamais propriétaire, toujours locataire ? Et là, donc, c'est un vrai choix de société. Moi, je suis plutôt sur donnons l'opportunité aux gens d'acheter, de capitaliser. Et puis après, effectivement, les sujets de transmission, ça sera des sujets compliqués.
mais c'est pas pour tout de suite. Alors, dernière question aussi qui agite beaucoup de monde, comme vous le savez mieux que beaucoup, en tout cas moi. Je sais pas. C'est que la plus-value, quand je revends un bien, pour le moment, il n'existait pas, c'est zéro plus-value. Enfin, je veux dire, je n'avais pas d'impôt sur les plus-values sur ma résidence principale. En revanche, j'en avais sur, éventuellement, si j'ai une résidence secondaire. Eh bien, il se murmure de plus en plus, là aussi, c'est pas nouveau, qu'il est question de taxer les plus-values sur la résidence principale. Est-ce que c'est uniquement un bruit ou c'est en train d'être acté, à votre connaissance ? À ma connaissance, c'est uniquement un bruit, mais ça fait partie des bruits comme l'impôt fictif sur les loyers pour les propriétaires. Ça fait partie des bruits qu'on entend à chaque élection présidentielle. La fin de l'exonération de plus-value pour la résidence principale, c'est dans le rapport Laglaise. C'est dans le rapport Laglaise. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de... Voilà. Un début de... Oui. Il y a beaucoup de faisceaux. Si on suppose que le rapport Laglaise préfigure la politique logement du quinquennat numéro 2 du président Macron, on peut effectivement aller dans ce schéma-là. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires. Si en plus on a la taxation des loyers, on a la fin de l'exonération de plus-value sur la résidence principale, ce sont des très très mauvais signes pour l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un véritable actif des Français. Les Français en sont friands. Le confinement, le Covid nous a démontré que c'était vraiment un lieu important pour les Français. C'est pas qu'une rente. Oui, on peut gagner de l'argent avec de l'immobilier, mais c'est aussi comme ça qu'on construit une société, c'est aussi qu'on construit une ville. Donc ça serait très très dommage. C'est d'avoir un toit. Enfin, exactement. Il faut revenir aussi aux fondamentaux, quoi. Tout à fait. C'est pas par hasard, c'est important. Et une France de locataires, ça serait une catastrophe. Il faut une France de propriétaires. On est à 60%. Je pense qu'on peut encore monter à 65, 70. Il faut du locatif parce qu'il faut pouvoir déménager, il faut avoir la liberté de mouvement en France. Mais ces faisceaux contre la résidence principale, ça serait un très très mauvais signe pour les Français. Mais donc il est inclus dans le rapport Laglaise. Oui, cette exactement. Alors, c'est pour ça que je pense que la loi Laglaise n'est pas allée très loin, parce que c'est très complet, c'est très technique. La réforme de la plus-value, c'est en fait la fin de la dégressivité. Au bout de 22 ans, vous ne payez plus de plus-value. Mais elle le remplacerait par un nouveau calcul avec une taxation au régime général, ce qui fait que si vous vendez avant 10 ans, ça serait le régime Laglaise serait plutôt favorable que si vous vendez après 22 ans. Et par contre, les plus-values au-delà de 250 000 euros seraient taxées, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est ça. Donc c'est comme si toute votre fiscalité, propriété vaut plus de 250 000 euros, elle est taxée. Voilà. Oui, non. En fait, vous savez, ça me ferait penser à la phrase de Michel Audiard, nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Je ne la connaissais pas, mais ça pourrait être de saison. C'est un peu ça. Non, c'est vrai. Non, mais je crois. Enfin, je veux dire, encore une fois, le pire n'est pas toujours sûr, mais on sait très 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 bien que depuis quelque temps, c'est même avant le gouvernement Macron, c'est que beaucoup de gens se disaient ah là là, il y a quelques milliers de milliards le patrimoine des Français s'élève à plusieurs milliers de milliards. On est en train de regarder ça avec un appétit grandissant. Quoi, c'est ça. C'est ce qu'on peut craindre, mais après, l'épargne des Français a fortement augmenté aussi, donc on pourra aller chercher dans l'épargne des Français. Et la question budgétaire reste effectivement, à mon avis, la pierre angulaire du prochain quinquennat, quel que soit le président. C'est évident. Et l'immobilier va jouer un rôle non négligeable là-dessus. Comme toujours. Comme toujours. Merci beaucoup. Merci Norbert Fanchon pour vos éclaircissements. On rappelle président du directoire du groupe Gambetta. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On parlera notamment du match entre Macron et Le Pen. Qui soutient qui? À tout de suite sur Sud Radio.